vous avez posé une excellente question, monsieur le maire. Est-ce que je vais vous parler de comportement ou de nature du photon? Eh bien, la différence, elle est que le comportement, oui, c'est sûr, je peux le vérifier parce que ce qui caractérise la science en général et la physique en particulier, c'est qu'on a un test, c'est l'expérience. Je peux observer le comportement. Donc, je vais vous montrer qu'on peut observer le comportement ondulatoire du photon. Quant à sa nature profonde, ça, c'est plus une question épistémologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir quelle image on a derrière la tête lorsqu'on fait de la science. Et je pense que tout le monde n'a pas la même image. Mais en revanche, tout le monde s'accorde pour décrire les comportements. Ils existent ou ils n'existent pas. Et ceci me permet de commencer à vous parler de mon sujet favori, qui est la bizarrerie des comportements prévus par la mécanique quantique. La mécanique quantique est une théorie vraiment très très bizarre qui prévoit des choses étonnantes. Alors vous allez me dire, quelle idée saugrenue est passée dans la tête des savants pour mettre en œuvre une théorie qui prévoit des choses très bizarres? Eh bien, c'est que cette théorie, elle a d'abord été écrite pour décrire des choses que l'on avait observées. Le spectre de la lumière émise par un corps chauffé, le spectre de la lumière émise par des atomes que l'on excite. On ne pouvait pas comprendre cette lumière et on a mis au point une nouvelle théorie qui s'appelle la mécanique quantique. Mais ce qui caractérise la physique, c'est qu'une fois qu'on a écrit des équations qui décrivent les phénomènes connus, si on gratte un peu dans ces équations, on s'aperçoit qu'il y a plus que ce qu'on y a mis au départ, comme certains poèmes, où on a beaucoup plus que ce que le poète avait mis probablement au départ. Dans les équations de la physique, c'est toujours comme ça. Vous avez beaucoup plus que les phénomènes qu'elle vise à décrire. Elle prévoit de nouveaux phénomènes que personne n'a jamais observés. Alors vous faites une expérience, et puis vous avez le test, vous avez le juge de paix. Ou bien cette expérience confirme que ce qui était écrit dans les équations, vous pouvez l'observer, et dans ce cas-là, c'est une bonne théorie physique. Ou bien l'expérience vous dit non, non, cette théorie prévoit ça, mais on ne l'observe pas, et on observe le contraire, et dans ce cas-là, on sait que c'est une théorie qui n'est pas bonne. C'est un ensemble de recettes qui ont permis de décrire des phénomènes observés, mais ce n'est pas la bonne description. Donc la mécanique quantique, eh bien, depuis un siècle, elle s'avère être la bonne description, dans le sens qu'elle décrit tout ce qu'on connaît jusque-là, et chaque fois qu'on a une nouvelle idée basée sur les équations de la physique quantique et qu'on arrive à mettre en œuvre ces idées pour voir si elles sont validées, eh bien, jusqu'à présent, elles ont toujours été validées. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une expérience, par exemple, qui va nous permettre d'observer le comportement à la fois de particules et d'ondes du photon, ce qui est l'une des deux grandes bizarreries quantiques, l'autre étant la non-localité et l'intrication, mais ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Alors je vous ai présenté ces deux photos de deux personnes assez jeunes, parce que j'aime bien les présenter comme ça, car c'est lorsqu'ils étaient jeunes qu'ils ont fait leurs contributions les plus extraordinaires. Louis de Broglie, que vous reconnaissez sûrement ici, et puis Albert Einstein. Ma petite anecdote, qui est plus qu'une anecdote, qui est symbolique du fonctionnement des sciences. Pour terminer avec l'histoire des équations de Maxwell, un très grand expérimentateur qui s'appelle Gustav Hertz, étudiant les équations de Maxwell, a l'idée d'une façon de construire une expérience, d'assembler quelques fils avec des piles et des choses comme ça, et puis il met en évidence les premières ondes hertziennes, et il constate qu'elles vont bien à la vitesse prévue par Maxwell, etc. Donc, on sait que les équations de Maxwell décrivent bien ce qui se passe dans le monde. On arrive à la fin du 19e siècle, et là, la physique est vraiment extrêmement développée. On sait des tas de choses sur le monde, et on a même un immense savant comme Kelvin ou Michelson. Ces savants vont jusqu'à dire « on a à peu près tout compris ». Alors, souvent on caricature leur pensée en disant « on a tout compris ». C'est pas vrai. Je suis allé lire
chaque fois que vous lisez des choses, il vaut mieux aller lire les textes initiaux et les textes originaux que les exégètes. Donc pendant longtemps, on m'a laissé croire que Kelvin était stupide et qu'il avait dit « on a tout compris ». Alors je suis allé lire son texte original. Kelvin dit « on a presque tout compris ». Il y a quand même 2 nuages noirs là. Pour arriver à éclaircir la situation, il va falloir faire de très gros efforts et sûrement il va falloir bouleverser la physique. Donc il avait bien prévu ce qui allait se passer, parce que les 2 nuages noirs que Kelvin avait pointés du doigt, c'était d'une part ce qu'on appelle le résultat négatif de l'expérience de Michelson. Je ne peux pas vous en parler plus aujourd'hui, mais sachez que pour arriver à comprendre ce résultat négatif de l'expérience de Michelson, il a fallu rien moins que l'invention de la relativité par Einstein, en 1905. Et le 2e nuage noir avait trait au comportement thermodynamique des corps, à ce qu'on appelle la variation de la capacité calorifique des corps à basse température. Et là encore, pour comprendre ça, eh bien, il a fallu rien moins que l'invention d'une nouvelle théorie qui s'appelle la physique quantique. Donc Kelvin avait bien mis le doigt sur les 2 nuages noirs qui, pour pouvoir se dissiper, allaient demander l'invention des 2 théories qui sont les piliers de la physique moderne et qui ont émergé au début du XXe siècle, d'une part la relativité d'Einstein et d'autre part la mécanique quantique. Nous allons donc parler de la mécanique quantique. Donc nous sommes au XIXe siècle, nous savons que la lumière est une onde, et nous connaissons même la nature de cette onde, c'est une onde électromagnétique. Eh bien, avec la naissance de la mécanique quantique, avec Planck en 1900 et surtout Einstein en 1905, on va revenir une fois de plus sur cette question de la nature de la lumière pour un certain nombre de raisons assez géniales. Einstein déclare que la lumière est faite de quanta. Alors, quanta, un quantum, c'est une quantité élémentaire, dont la lumière est faite de quanta, qui sont des grains élémentaires d'énergie. Et il vous dit même que lorsque on associe une fréquence nue à la lumière, eh bien, il y a une énergie, E égale h nu, où h est une constante, qu'on appelle constante de Planck. Et ces petites particules, elles ont non seulement une énergie, mais elles ont aussi une quantité de mouvement. Les élèves qui font de la mécanique savent qu'un corps en mouvement a une certaine quantité de mouvement. Ces grains élémentaires de lumière seront nommés photons plus tard. À l'époque d'Einstein, on les appelle Lichtquanten en allemand, les quanta de lumière. Alors, à partir de cette hypothèse, comme je vous le dis, on est toujours dans la démarche scientifique. Einstein fait un certain nombre de prédictions pour l'effet photoélectrique, prédictions extrêmement bizarres, extrêmement surprenantes. Tellement bizarres et surprenantes que personne n'y croit. Et en 1911, Einstein va être élu à l'Académie des sciences de Prusse, et nous avons les archives, et nous pouvons lire les rapports qui ont été écrits au moment de son élection. Et le rapport dit explicitement, de temps en temps, ce monsieur Einstein va vraiment trop loin et se trompe complètement, par exemple, avec sa loi sur l'effet photoélectrique. Mais il a déjà obtenu tellement de résultats intéressants que nous allons lui pardonner et nous allons néanmoins les lire. Donc, ceci dit bien qu'en 1911, personne ne croit à cette idée farfelue d'Einstein que la lumière est faite de grains de lumière. Et un très grand expérimentateur, qui s'appelle Millikan, qui par ailleurs a été le premier à mesurer la charge de l'électron, Millikan, grand expérimentateur américain, s'embarque dans une série d'expériences pour étudier en détail l'effet photoélectrique et prouver que cette histoire d'Einstein ne tient pas debout. Au bout de 2 ou 3 ans d'expérience, eh bien Millikan conclut que c'est Einstein qui a raison. Et 5 ans plus tard, en 1921 ou en 1922, Einstein va avoir le prix Nobel, non pas pour la relativité, comme on le croit parfois, il a le prix Nobel explicitement pour sa loi de l'effet photoélectrique, qui a été vérifiée expérimentalement par Millikan. Et on va ensuite avoir un certain nombre d'autres expériences qui confirment cette nature
corpusculaire de la lumière. Donc, la lumière est formée de particules. Eh oui, mais je vous rappelle qu'au XIXe siècle, il y avait des gens qui n'étaient pas moins intelligents, qui s'appelaient Young, Fresnel et les autres, qui avaient mis en évidence des comportements de nature ondulatoire, des comportements que l'on ne peut expliquer qu'en acceptant que la lumière est une onde. Alors, particules ou ondes? Ben, c'est le sujet de la conférence. La réponse à la question, on la connaît, c'est la dualité onde-particule. Le premier à parler de dualité onde-particule, ce n'est pas De Broglie. Le premier, c'est Einstein, en 1909. Je pense que De Broglie accepterait volontiers d'avoir été grillé par Einstein. Qui pourrait se plaindre d'avoir été grillé par Einstein? Parce qu'Einstein, évidemment, il réfléchissait. Il écrit que la lumière est faite de particules, mais il connaît les travaux de Young et de Fresnel. Il sait qu'il y a des phénomènes qu'il faut décrire comme des phénomènes ondulatoires. Et il est obsédé par ce problème, parce que naturellement, c'est angoissant. Alors, c'est une onde ou c'est une particule? Et alors, je ne vais pas vous expliquer le calcul, mais en 1909, il fait une conférence extraordinaire, dont on a le texte. On peut trouver le texte. Internet est formidable, on trouve tout sur Internet. Donc on trouve le texte de cette conférence. Si on est capable de lire l'allemand, on l'a en allemand. Sinon, on a des traductions dans toutes les langues. Et dans cette conférence de Salzbourg, en 1909, Einstein donne une série d'arguments qui conduisent toutes à la même conclusion. Eh bien, il ne faut pas choisir. La lumière est à la fois une onde et une particule. Alors, je vous donne juste une seule idée d'un argument. Il est capable de calculer ce qu'on appelle les fluctuations de la pression de radiation. Qu'est-ce que c'est la pression de radiation? Si j'envoie un faisceau lumineux sur une paroi, eh bien, la lumière exerce une certaine pression. Elle n'est pas très forte, mais elle exerce une certaine pression, on peut la mesurer. Et Einstein est capable de calculer, par des arguments théoriques assez subtils, les fluctuations de cette pression. Et il constate que dans les fluctuations de cette pression, il y a deux termes. Il y a un terme que l'on peut comprendre en admettant qu'on a des ondes qui interfèrent entre elles. C'est le terme qui est ici. Et puis il y a un deuxième terme qui correspond aux fluctuations que vous avez. Si vous avez, par exemple, imaginez que vous avez une sableuse et vous envoyez des grains de sable sur une paroi. Ces grains de sable repoussent la paroi. Mais comme les grains de sable arrivent l'un après l'autre, tac, 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 il y a des petites fluctuations. Et le deuxième terme, eh bien, c'est ce qu'on appelle le bruit de grenaille, shot noise, le bruit de grenaille. Donc on a deux termes, un terme que l'on peut associer à des ondes et un terme que l'on peut associer à ce bruit de grenaille. Et comme les deux termes sont présents à la fois, Einstein dit, ben, vous voyez bien, la lumière, c'est à la fois une onde et des particules. Alors le héros de ce soir, Louis de Broglie, en 1923, va énoncer l'hypothèse que cette dualité onde-particule, eh bien, on peut la renverser complètement, c'est-à-dire on prend un objet comme un électron, pour lequel on n'a aucun doute qu'il s'agit d'une particule. On a observé de nombreux comportements qui montrent qu'un électron est certainement une particule. Eh bien, Louis de Broglie dit, cette particule, électron, ou neutron, enfin on n'a pas les neutrons à l'époque, n'importe quelle particule, eh bien, on doit aussi lui associer une onde. Une particule a également un comportement ondulatoire, même si ça ne tombe pas sous le sens commun. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et immédiatement, grâce à cette hypothèse, on va comprendre beaucoup mieux un certain nombre de calculs qui étaient faits pour comprendre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir la façon dont la matière émet la lumière et le fait que nous avons des spectres particuliers quand on observe la lumière émise par des atomes. Donc, onde ou particule, eh bien la réponse c'est dualité. C'est à la fois une onde et une particule. Alors là, je voudrais vous inviter à ne pas vous laisser avoir. C'est pas parce qu'un prof va vous répéter
C'est pas difficile, la réponse à la question, c'est la dualité en deux particules. Si vous trouvez que c'est difficile à comprendre, eh bien vous avez raison. Moi, ça fait 50 ans que j'essaye de comprendre ces mots, et je ne suis pas sûr de les avoir vraiment compris. Et le message que je veux vous donner, c'est que si on pense qu'on ne comprend pas, eh bien il ne faut pas dire « oui, j'ai compris », pour faire plaisir à ceux qui vous répètent des mots comme une litanie. C'est pas parce qu'on va répéter tous ensemble dualité en deux particules, tous ensemble et en chœur, qu'on aura mieux compris à la fin de la séance. Si ça nous pose des questions, si ça nous pose problème, eh bien il faut accepter que ça pose problème et il faut creuser le problème. Et c'est comme ça que la science progresse. La science progresse en allant voir les endroits où on est gêné. Et moi, je suis gêné par le fait que c'est facile de prononcer les mots, dualité en deux particules, mais si vous, au fond de votre tête, vous dites, oui, mais ça veut dire quoi exactement? Quelles images je peux plaquer là derrière? Eh bien, ça, vous allez voir, c'est pas facile. Et en creusant cette idée, on arrive à comprendre un peu mieux et on arrive à progresser, je vous le montrerai à la fin. Alors, avant de vous présenter la difficulté conceptuelle que représente cette question de mettre ensemble le comportement ondulatoire et le comportement particulaire, je voudrais dire, parce que ça me semble essentiel à retenir, que avant de parler des difficultés, il faut parler des succès extraordinaires de la mécanique quantique. La mécanique quantique a permis de comprendre le monde comme on ne l'avait pas compris jusque-là. Au début du XXe siècle, avant l'invention de la mécanique quantique, on savait que le monde, que la matière était formée de charges positives et négatives. On savait que les charges positives et négatives s'attirent. Si les charges positives et négatives s'attirent, la matière devrait s'effondrer. On ne peut pas sortir de ça. Le fait que la matière ne s'effondre pas, il a fallu la physique quantique pour le comprendre. Tant que vous n'avez pas la physique quantique, vous n'avez pas un modèle cohérent qui vous permet de comprendre que la matière ne s'effondre pas. Et la raison pour laquelle elle ne s'effondre pas, c'est précisément parce que si elle s'effondrait et que l'électron tombe sur le noyau, eh bien au moment où vous essayez d'approcher l'électron du noyau, comme vous devez vous souvenir que c'est une onde, ça veut dire que vous devez l'associer une onde avec une longueur d'onde de plus en plus petite, ce qui veut dire une énergie de plus en plus grande, mais cette énergie, vous la prenez où? Elle n'est pas là. Donc il n'est pas possible de rapprocher indéfiniment l'électron du noyau parce qu'on ne dispose pas de l'énergie nécessaire. Alors si l'idée vous semble un peu bizarre, qu'il faut de l'énergie pour aller à courte échelle, pensez simplement au CERN, aux grands accélérateurs. Pourquoi est-ce qu'on construit des accélérateurs de plus en plus énergétiques? Pour pouvoir aller sonder la matière à des échelles de plus en plus fines. Donc si vous voulez vraiment rapprocher énormément l'électron du noyau, eh bien, il faut avoir une énergie phénoménale, or comme elle n'est pas là, elle n'est pas disponible, cette énergie, eh bien l'électron reste à une certaine distance du noyau et la matière ne s'effondre pas sur elle-même. Donc, la mécanique quantique vous permet de comprendre la stabilité de la matière, elle vous permet de comprendre la liaison chimique, elle vous permet de comprendre comment la matière absorbe ou émet la lumière, elle vous permet de comprendre les propriétés électriques et les propriétés mécaniques de la matière, elle vous permet de comprendre des propriétés que j'appelle exotiques, la superfluidité, la supraconductivité, les condensats de Bose-Einstein. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, on peut vivre sans. Moi, je vis mieux avec, je travaille dessus, mais peu importe. Et encore une fois, la science permet non seulement de comprendre, mais elle permet d'aller plus loin. En réfléchissant bien à tout ce qui est permis par la physique quantique, eh bien, vous avez des savants géniaux qui inventent le laser, qui inventent le transistor, et dont les circuits intégrés que vous avez dans vos ordinateurs. Ne croyez pas que le laser, le transistor ou les circuits intégrés ont été inventés par un bricoleur génial dans un garage en Californie ou ailleurs. Ce sont les plus grands savants de l'époque, ceux qui ont eu le prix Nobel pour comprendre la façon dont la mécanique quantique décrit les propriétés électriques de la matière, qui ont inventé le transistor et les circuits intégrés. La mécanique quantique a permis de comprendre et elle a permis d'inventer ce qui a complètement bouleversé notre société, puisque sans transistor et circuits intégrés, il n'y aurait pas d'ordinateur, et sans laser, il n'y aurait pas
les autoroutes de l'information qui permettent à l'information de circuler à très haut débit dans les fibres optiques. Sans laser, vous ne pouvez pas faire circuler l'information dans les fibres optiques. Donc, avant de passer au problème conceptuel, il faut insister sur le succès extraordinaire de la physique quantique. Il n'y a pas de théorie qui ait eu un tel impact sur la société. Ça a bouleversé notre société. Mais quand vous regardez toutes ces applications, ce sont des succès de la mécanique quantique appliqués à des grands ensembles. Alors, qu'est-ce que je veux dire des grands ensembles? Eh bien, tout le monde, les étudiants en particulier, les lycéens, ont entendu parler du nombre d'Avogadro. Dans une quantité comme ça, de matière, une quantité à notre échelle, le nombre d'atomes est de l'ordre du nombre d'Avogadro, 10 puissance 23. Mais le nombre d'électrons dans un bout de matière à notre échelle, il y en a à peu près 10 puissance 23. 10 puissance 23, c'est beaucoup. C'est un grand ensemble. La lumière qui est émise par une lampe, il y a 10 puissance 15, 10 puissance 20, 10 puissance 30 photons. Donc, cette physique quantique qu'on a appliquée avec succès au laser, aux transistors, aux circuits intégrés, aux supraconducteurs, c'est une physique quantique qui s'applique à des très très grands ensembles. On a des milliards d'électrons et on fait des prévisions statistiques sur ces milliards d'électrons. Et la physique quantique est particulièrement bien adaptée à faire des prévisions statistiques. Par nature même, elle prédit des probabilités. Alors si on vous dit que dans un ensemble immense d'électrons, il y en a 3% qui font ceci, 5% qui font autre chose, et 25% qui ont encore un autre comportement, vous dites oui, c'est pas difficile à comprendre. Mais du coup, vous pouvez vous poser la question, comment appliquer cette théorie qui fait des prévisions statistiques à des objets uniques? Et ça, c'est l'objet de ma conférence. Au lieu de l'appliquer aux milliards de photons qui sortent d'un laser, on va se poser la question, est-ce que je peux appliquer les concepts de la physique quantique à un seul photon ou à un seul électron? Eh bien, vous allez voir que la réponse est oui, mais vous allez voir que la réponse est troublante. Et nous allons donc parler d'expériences sur des photons uniques. Alors, dans les livres qui vous enseignent la mécanique quantique, en général, les livres commencent par vous décrire une expérience dans laquelle on a une source qui émet des particules. Alors, ça peut être des électrons, mais ça peut être des photons. En tout cas, ce sont des particules émises une par une. Puis on vous dit, voilà, si on met un écran, on perce deux petits trous dans l'écran qui sont là, et on met un détecteur. Alors ce détecteur est capable de détecter les particules. Donc, il y a une particule qui part, puis elle arrive quelque part. Alors on met le détecteur ici, de temps en temps, le détecteur observe quelque chose. Puis on le déplace un peu, et on regarde quelle est la probabilité pour détecter ici, ou quelle est la cadence à laquelle on détecte ici, un peu plus loin, etc. Et quand on déplace le détecteur, voilà ce qu'on vous raconte dans le livre, on vous dit que cette probabilité de détection, ou le nombre de coups par seconde, si vous voulez qu'on détecte, varie comme ça. Il y a des endroits où il est nul, vous voyez, là que c'est ici. Donc ici, la probabilité de détection est nulle. Si je déplace le détecteur ici, probabilité maximale, probabilité nulle, probabilité maximale. Donc on vous dit, voilà, c'est modulé comme ça. Tiens, c'est bizarre quand même. Par contre, si je bouche un trou sur les deux, alors là, quand je déplace le détecteur, quel que soit le point, la probabilité de détection est la même. Pas de modulation. Et donc, les physiciens, qui connaissent bien la théorie des ondes, disent, un comportement comme ça, un comportement ondulatoire, je sais que pour le décrire, il faut imaginer qu'en fait, j'ai une onde qui est émise par la source, des ondelettes qui passent par les deux trous à la fois, et c'est l'interférence de ces ondes qui donne lieu à ce comportement. C'est avec un raisonnement de ce type que Fresnel et Young avaient conclu, c'est parce qu'ils observaient des comportements de ce type que Fresnel et Young avaient conclu que la lumière ne peut être que formée par des ondes. Et je vais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, voilà comment ça marche. Si vous avez une onde qui part du point source qui est ici, cette onde, vous avez des fronts d'onde comme ça,
et puis à partir des trous, vous avez les ondelettes. Et si par exemple on se place ici exactement au milieu, sur l'axe de symétrie, il est clair que le chemin du haut et le chemin du bas sont égaux. Et donc si vous pensez au retard sur les ondes, les retards sont identiques, donc vous avez les deux ondes qui sont passées par le haut et par le bas qui arrivent en phase. Donc ça se renforce. Mais si je me déplace un petit peu sur le côté, ici, par exemple si je vais ici, en ce point-là, eh bien, ça a mis un petit peu plus de temps pour se propager lorsqu'on est passé par le trou du haut que lorsqu'on est passé par le trou du bas. Et si le retard est juste ce qu'il faut pour que l'onde du haut et l'onde du bas soient en opposition de phase, quand il y a une qui fait ça, l'autre fait ça, donc quand je fais ça, eh bien, la somme, ça fait 0. Et donc l'addition des deux ondes sur une frange noire donne pas de lumière. Et donc, lorsqu'on observe ainsi un comportement sinusoïdal, on conclut, c'est évidemment une onde. Mais évidemment, ce qui est tout à fait troublant dans cette expérience qui est décrite par les livres, que je vous ai montré là, c'est que, par ailleurs, on a une source dans laquelle on me dit, dans le livre, que ce sont des particules uniques qui sont émises une après l'autre, tranquillement. Donc c'est assez étonnant. Alors, j'avais appris ça comme tout le monde dans mes livres. Et puis, il s'est trouvé que, en 1985, je me suis posé la question, mais est-ce que cette expérience a vraiment été faite par quelqu'un? Et j'ai beau chercher dans la littérature, personne n'avait jamais fait cette expérience. C'est une expérience qu'on racontait dans les livres, à titre pédagogique, mais que personne n'avait jamais fait. Et pourquoi est-ce que personne ne l'avait jamais fait? Eh bien, c'est parce que, jusqu'au début des années 1980, personne ne pensait qu'il soit possible d'observer des objets quantiques élémentaires. On observait toujours des grands ensembles, et on faisait des probabilités sur les grands ensembles. Mais avec des progrès considérables de la physique expérimentale et des technologies, il est devenu possible, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, d'observer des objets quantiques individuels. Et il s'est trouvé qu'il y avait un appareillage dans mon laboratoire qui avait été développé pour tester les inégalités de Bell, dont on a entendu parler tout à l'heure. Et il s'est trouvé que cet appareillage, eh bien, il m'est apparu qu'on pouvait l'utiliser pour faire cette expérience. Il m'a semblé qu'avec, vous voyez, il y a des lasers, c'est un appareillage très compliqué, mais il m'a apparu qu'avec cet ensemble de lasers et d'atomes que j'avais dans une enceinte à vide, j'étais capable de produire des photons un par un. Et là se pose la question, si je vous mets sous les yeux une source de lumière, et je vous dis, vous savez, cette source de lumière, elle n'est pas comme les autres. Dans les autres, les photons, ils sont émis en grande quantité, mais dans ma source, ils sont produits un par un, mais vraiment un par un. Vous allez me dire, prouvez-le. Ben oui, bien sûr, c'est légitime. En science, quand on affirme, il faut qu'on soit capable de prouver son affirmation. Donc, comment allons-nous prouver que nous avons réalisé une source qui émet des photons? Et c'est là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, voilà, on va faire l'expérience suivante. On va prendre l'expérience du livre. Il y a la source, dont je prétends qu'elle émet les photons un par un. Je vais mettre les deux trous, les fameux deux trous de Young, là, et puis je vais mettre un détecteur ici et un détecteur là. Et si vraiment il y a une seule particule à la fois, eh bien ça va être détecté soit par le détecteur numéro 1, soit par le détecteur numéro 2, mais sûrement pas par les deux à la fois. Or, les progrès de la technique nous ont donné la possibilité d'avoir des circuits formidables qui s'appellent des circuits à coïncidence, des circuits électroniques extrêmement rapides, qui me permettent de dire si oui ou non j'ai détecté deux coups à la fois, ou si au contraire je n'ai détecté qu'un seul coup d'un côté ou de l'autre. Et donc le test du fait que les particules sont émises une à la fois, ce sera le fait qu'on observe une probabilité de coïncidence entre la détection ici et la détection là, vous voyez, soit ici, soit là, hein. La probabilité de détection en coïncidence sera égale à 0. Si au contraire, j'ai une onde, alors je vais avoir une ondelette qui va passer en haut et une ondelette qui va passer en bas, une certaine probabilité de détection ici, une certaine probabilité de détection là, et
j'aurai une probabilité de coïncidence qui sera différente de 0. Voilà donc un test. Je regarde, ça fait 0, c'est des particules une par une, et j'avais raison de vous dire que ma source émet des photons un par un. Si ça ne fait pas 0, ben vous pouvez me dire, mon pauvre ami, votre source, elle est comme toutes les autres. Alors, en réfléchissant bien à la nature de toutes les sources de lumière connues à l'époque, y compris les lasers, eh bien, je me suis rapidement convaincu que pour toutes les sources de lumière connues, c'est cette propriété qu'on observerait, qu'elles se comporteraient toutes comme des sources qui émettent des ondes, et qu'on n'observerait jamais la propriété de photons uniques. Donc, la question c'est, j'ai un critère ici pour distinguer entre un comportement de photons uniques ou un comportement d'onde. J'ai dans mon laboratoire une source dont je pense qu'elle émet des photons uniques, et ça je pense que c'est vraiment nouveau, que personne n'avait jamais réussi à le faire jusque-là. Donc, est-ce que je vais pouvoir utiliser mon critère pour prouver que j'émets bien des photons uniques? Eh bien, la réponse est oui, et nous avons fait l'expérience, mais nous l'avons faite d'une façon un tout petit peu différente. Au lieu de mettre les deux trous, on utilise plutôt une lame semi-réfléchissante. Alors, une lame semi-réfléchissante, vous savez tout ce que c'est. Un morceau de verre est une lame semi-réfléchissante. Si vous envoyez un rayon de soleil, si vous voyez un rayon de soleil qui tombe sur le vitre, il y a une partie du rayon qui est réfléchie, une partie du rayon qui est transmis. Si vous envoyez un faisceau lumineux sur une lame semi-réfléchissante, il y a une partie qui est transmise, une partie qui est réfléchie, et ça, c'est ce que nous dit la théorie ondulatoire. Et donc, je vais avoir une probabilité de détection ici, une probabilité de détection ici, et je pourrai détecter en coïncidence avec une probabilité différente de 0. Mais si en revanche, ma source qui envoie des photons uniques envoie vraiment des photons uniques, eh bien, le photon, il ne va pas se couper en deux sur la lame semi-réfléchissante. Ou il ira d'un côté, ou il ira d'un côté, ou il ira de l'autre, et dans ce cas-là, j'aurai une probabilité de détection conjointe des deux côtés qui sera nulle. Donc, qu'est-ce que nous dit ce petit raisonnement? C'est que je peux distinguer entre le comportement ondulatoire et corpusculaire, à condition d'être capable de distinguer 0 de quelque chose qui est différent de 0. Alors, est-ce que vous savez distinguer 0 de non-0? Alors, ça dépend si vous êtes mathématicien ou physicien. Si vous êtes mathématicien, il n'y a pas de problème. Un mathématicien a une idée très claire de ce qu'est 0, et tout le reste, c'est pas 0. Il sait distinguer. Et quand vous êtes physicien, c'est autre chose. Parce que quand vous faites une mesure avec votre appareil électronique, il y a toujours quelques parasites, ce qu'on appelle le bruit de fond. Donc, à partir de quel niveau de bruit vous décidez que c'est 0? C'est très difficile. Alors, c'est la fameuse question des incertitudes. Il faut que vous soyez capable d'avoir une certaine précision, des barres d'incertitude, et puis il faut savoir si vous êtes plutôt du côté de 0 ou plutôt du côté où c'est différent de 0. Et alors là, on a réussi à mettre un critère quantitatif, et vous allez comprendre ce qu'on a réussi à faire. On s'est dit, voilà, si c'est une onde, cette onde se divise en deux, j'ai une certaine probabilité détectée ici, une certaine probabilité d'être détectée là. Et on peut écrire quelques petites équations qui me disent, vous n'êtes pas trop effrayé par les équations. D'abord, si vous êtes vraiment effrayé par les équations, vous m'écoutez. Quand vous allez au concert, vous n'êtes pas obligé de savoir lire la musique. Vous pouvez juste écouter les musiciens ou les chanteurs. Mais il y a des gens, quand ils vont au concert, ils ouvrent leur livre, ils ont leur partition, ils lisent la partition. Alors, ceux qui savent lire la partition, vous lisez la partition, les autres, vous m'écoutez. Je ne vais pas chanter, hein, mais vous m'écoutez. Donc, ici, j'ai créé une équation qui me dit que la probabilité de détection en coïncidence est proportionnelle au carré de l'intensité de l'onde. Et puis, j'écris le fait que la probabilité de détection simple ici est proportionnelle à l'intensité de l'onde, et puis l'autre probabilité de détection est proportionnelle aussi à l'intensité de l'onde, et donc je me dis, tiens, ces quantités, je pourrais les combiner. Il y a un petit problème, c'est que ici j'ai la valeur moyenne du carré, et ici j'ai des valeurs moyennes. Mais quand vous serez un peu plus savant, peut-être même, si votre prof de maths est un peu ambitieux, il vous a permis de démontrer une inégalité qui s'appelle une inégalité de Cauchy-Schwarz,
qui dit que la moyenne du carré d'une quantité qui fluctue est toujours supérieure ou égale au carré de la moyenne. Demandez à votre prof de maths, il devrait être capable de vous montrer cette inégalité-là. La moyenne du carré est plus grande que le carré de la moyenne. Bon, vous me croyez, c'est pas très difficile à démontrer, vous me croyez, et si je crois à ça, que je combine ces équations, j'obtiens une équation particulièrement intéressante qui est la suivante. La probabilité de coïncidence est plus grande qu'une certaine quantité qui est le produit des probabilités simples. Et tout ça, je peux le mesurer. Donc, si j'ai une onde, je sais que le produit P1, P2, P1 c'est ce que je mesure ici, P2 c'est ce que je mesure là, doit être plus petit que la probabilité de coïncidence qui est ici, où j'aurais peut-être dû dans l'autre sens. Si j'ai une onde, je sais que j'ai un taux minimal de coïncidence qui est le produit P1, P2. Pour ceux à qui ça va peut-être rappeler quelque chose, P1, P2, c'est le taux de fortuite. Et le taux de coïncidence est toujours au moins égal au taux de coïncidence fortuite. Donc, si j'ai une onde, cette inégalité doit être vérifiée. Mais en revanche, si j'ai une particule, j'ai dit que PC doit être nul. Oui, mais j'ai dit nul, je ne sais pas vraiment ce que c'est, parce que peut-être qu'il y en a un peu quand même. Mais ma conclusion, c'est que si le taux de coïncidence est plus petit que P1, P2, ça ne peut pas être une onde. Et c'est certainement une particule. Donc j'ai maintenant un critère quantitatif. Je suis physicien, j'ai un critère quantitatif. Donc mon critère quantitatif pour distinguer 0 de non zéro, eh bien, c'est de faire le rapport probabilité de coïncidence que je sais mesurer divisé par le produit des probabilités simples. Si je trouve moins que 1, c'est certainement une source qui émet des particules une par une. Alors, comment faire pour émettre les particules une par une? Eh bien, la recette est simple. Pour émettre un seul photon, prenez un seul atome. Excitez-le, attendez, et il n'a pas le choix. Il va finir par vous émettre un photon et un seul. Alors, la recette a l'air simple, sauf qu'en 1980, personne n'était capable de prendre un seul atome. On ne pouvait prendre que des grands nombres d'atomes. Et donc, il a fallu trouver des astuces pour isoler l'émission d'un seul atome. Et ça, grâce à toute cette usine à gaz qui est là, on a réussi à le faire. Je vais vous donner une petite idée de la façon dont on a réussi à le faire. Il se trouve que cette source, en fait, je l'avais construite pour émettre non pas des photons uniques, mais pour émettre des paires de photons. On émettait un photon vert, un photon violet, un photon vert, un photon violet. Chaque atome excité émettait une paire, vert-violet. L'autre émettait vert-violet. Alors il y en avait beaucoup qui émettaient à la fois. Il y avait à peu près 1 million d'émissions par seconde de paires vert-violet. Mais entre le photon vert et le photon violet, il y avait au maximum quelques nanosecondes. Et nanosecondes, c'est milliardièmes de seconde. Donc en moyenne, j'émettais toutes les microsecondes, mais la paire, c'était à une échelle de temps beaucoup plus courte. Donc si j'avais été capable d'écouter l'émission, j'aurais eu vert-violet et puis plus rien. Vert-violet et puis plus rien. Et donc, on voit qu'on était ainsi capable d'identifier des événements associés à un atome. Et donc l'idée a été la suivante. Au moment où je viens d'avoir un photon vert, je sais qu'il va y avoir un photon violet et un seul. Donc je vais me servir de la détection de photons verts pour savoir que c'est maintenant que je dois regarder. Et si je regarde maintenant, je vais avoir un photon et un seul. Parce qu'il va falloir attendre longtemps pour en avoir un deuxième. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et la fameuse quantité alpha qu'on a mesurée en utilisant ce truc était bien plus petite que 1. Alors, elle n'était pas tout à fait égale à 0, encore une fois, parce qu'il y a des parasites dans l'expérience, mais elle était tellement nettement en dessous de 1 que ça ne pouvait en aucun cas être une onde. C'était forcément des photons émis un par un. Donc, l'expérience a été faite. Nous avons
observer, je ne sais pas pourquoi ce transparent apparaît deux fois, c'est les mystères de l'informatique ou les mystères du fait que j'ai inversé deux choses dans ma présentation. On a démontré avec certitude ce comportement de particules. Et maintenant, il était tentant de faire l'expérience suivante. Je vous rappelle que la question c'est onde ou particule. Et que la vraie question c'est est-ce qu'on va observer un comportement ondulatoire avec une particule unique? Donc maintenant que j'ai été capable de produire les photons un par un, il est évidemment tentant d'envoyer ces photons sur un système visant à étudier et éventuellement à mettre en évidence un caractère ondulatoire. Or, on a intérêt, à partir du moment où on a fait une première expérience qui a montré quelque chose, on a intérêt à utiliser l'appareillage qui existe déjà. Quel est l'appareillage qui existe? C'est ma source de photons unique, et puis la lame semi-réfléchissante. Et maintenant, je vais compléter le montage derrière cette lame semi-réfléchissante qui m'avait permis de savoir que ça allait soit d'un côté, soit de l'autre. Je vais compléter l'appareillage en mettant une deuxième lame semi-réfléchissante qui recombine les faisceaux. Et ça, c'est bien connu des opticiens, ça s'appelle un interféromètre. Ça s'appelle même un interféromètre de Mach-Zehnder. Peu importe. C'est un interféromètre. Pourquoi? Parce que si vous pensez en termes d'onde, qu'est-ce qui se passe? C'est extrêmement simple. Vous avez une onde qui arrive ici. Elle se coupe en deux. Vous avez la moitié qui va d'un côté et l'autre moitié qui va de l'autre. Les deux ondes se recombinent sur la lame qui est ici, et suivant qu'elles arrivent en phase ou en opposition de phase, vous allez avoir une interférence constructive ou destructive. Alors c'est même un tout petit peu plus subtil que ça, parce qu'il y a un petit déphasage supplémentaire ici, ce qui fait que si elles arrivent en phase toutes les deux ici, ça va sortir en phase ici, en opposition de phase de l'autre côté. Autrement dit, si je déplace ce miroir ici, eh bien, je vais avoir tantôt interférence constructive, c'est-à-dire additive ici, puis destructive, et le phénomène opposé de l'autre côté. En tout cas, le signe que l'on a une onde, c'est le fait que lorsque je change ce miroir, c'est-à-dire je change le retard d'un côté par rapport à l'autre, eh bien je dois observer une modulation de ce qui est observé ici. Alors si c'est une onde, pas de problème. Donc la question qui se pose, c'est et si maintenant j'envoie les particules une par une, et si je déplace le miroir, est-ce que les probabilités de détection ici et là vont être modulées? Eh bien, nous avons fait l'expérience, donc en 1985, avec Philippe Grangier, et nous avons observé effectivement une modulation. Alors ici, je ne résiste pas au plaisir, de partager avec vous l'excitation qu'on a lorsqu'on fait une expérience comme ça. Vous comptez des événements pas très fréquents, dont vous accumulez les données. Alors au début, on était pressé, donc on fait un premier passage rapide. On passe 0,1 seconde sur chaque position du miroir, puis on déplace le miroir. On passe 0,1 seconde, on déplace, 0,1 seconde, on déplace. Ce qui fait qu'en moyenne, à chaque position, on n'observe pas grand-chose. Souvent, on observe 0 coup, parfois 1 coup, parfois 2 coups, rarement 3, 4, 5. Et puis, vous avez beau regarder votre signal, vous ne voyez rien. Alors, si vous avez un peu la foi du charbonnier, vous dites « Ah, il y a peut-être quand même une modulation ». Alors, on dit « On se calme, on recommence plus lentement ». Alors maintenant, on commence à accumuler les données. Alors, on passe 1 seconde à chaque fois. Alors, on arrête le miroir, 1 seconde. On déplace, on arrête, 1 seconde. Ça prend un certain temps, et là, on dit « Ah, ça y est, je vois une modulation ici ». Et puis, alors maintenant, on est bien rassuré, on prend tout son temps, et là, quand vous prenez le temps de passer 10 secondes à chaque position, vous voyez la statistique bien émerger, et vous voyez une magnifique modulation qui émerge. Alors ça vous montre comment la statistique permet de faire émerger des signaux incontestables du bruit à partir du moment où on accumule suffisamment de données. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette expérience? Eh bien, elle nous dit qu'avec notre source, avec des photons uniques, il n'y a pas de doute, on observe bien un comportement ondulatoire, donc on a bien observé à la fois un comportement corpusculaire dans la première partie et ondulatoire dans la deuxième, et je vais revenir là-dessus. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais vous dire que les méthodes expérimentales progressent toujours,
les techniques progressent toujours, et ce qui demandait une véritable usine à gaz, au sens propre du terme, il y avait des pompes partout, etc., pour faire une source d'un seul photon il y a 25 ans, eh bien aujourd'hui, ça se fait d'une façon particulièrement simple. Je veux dire qu'aujourd'hui, la recette qui consiste à dire pour émettre un seul photon, prenez un seul atome, ben elle marche. En fait, vous prenez une seule molécule. Alors vous prenez des molécules particulières qu'il faut choisir judicieusement, vous diluez énormément, de façon à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup dans une goutte de liquide, et puis vous étalez votre goutte de liquide sur une lamelle de microscope, et vous étalez tellement qu'il n'y en a qu'une de temps en temps. Et puis vous cherchez avec un microscope qui s'appelle microscope confocal, vous avez un laser d'excitation, et au moment où vous tombez sur une molécule, paf, vous voyez une fluorescence, et il y en a une et une seule. Donc vous avez un laser qui excite, et puis vous récupérez un photon et un seul. Et comme le photon que vous récupérez n'a pas la même couleur que le laser d'excitation, eh bien vous avez ici ce qu'on appelle une lame dichroïque qui permet de réfléchir le laser d'excitation, mais qui laisse passer le photon réémis. Alors pour ceux qui veulent connaître un peu plus, c'est un schéma à 4 niveaux comme ça. Le laser excite la molécule là-haut, vous avez un transfert sans rayonnement, non radiatif vers ce niveau-là, et là, paf, vous avez un photon et un seul, et puis on peut recommencer à exciter. Et il y a un photon et un seul parce qu'il y a une molécule et une seule. Donc, on prétend que ici, on récupère des photons, un photon et un seul. Et on peut refaire le petit test, le fameux alpha, et alpha est très inférieur à 1, donc il n'y a pas de doute, ce sont vraiment des photons émis un par un. Alors, je ne résiste pas au plaisir, là je vais vous montrer des vrais signaux, parce que le problème en 1985, les ordinateurs étaient très rudimentaires, mais aujourd'hui on a des tas de moyens, on peut enregistrer tous ces signaux, donc je vais vous montrer le genre de signal qu'on est capable d'obtenir avec ça. Alors d'abord la première chose, ça je ne vais pas vous montrer les signaux, je vais juste vous dire que grâce à cette source, on a mis en œuvre un système qui met en jeu ce qu'on appelle le double prisme de Fresnel, le biprisme de Fresnel. Vous avez un petit prisme et un autre petit prisme. Et si vous vous rappelez un petit peu de vos cours d'optique, eh bien un faisceau qui arrive sur un prisme est dévié vers la base du prisme, donc il est dévié vers là. Mais par contre, le faisceau qui passe sur la partie inférieure est dévié vers le haut. Et donc si maintenant vous avez un photon et un seul, eh bien, le photon il va passer soit en haut, et il ira en bas, soit en bas, et il sera détecté ici, et vous utilisez vos deux détecteurs, et vous vérifiez que le taux de coïncidence entre les deux détecteurs est zéro, entre guillemets, zéro au sens du physicien, c'est-à-dire plus petit que la quantité qui va bien. Donc vous faites cette expérience, et vous dites, ah c'est sûr, hein, cette source est une source à un photon. Alors maintenant, est-ce que je peux observer des interférences là-dedans? Ben oui, Fresnel avait inventé ce système pour observer les interférences. Et où est-ce qu'on les observe, les interférences? Eh bien, on l'observe à l'endroit où les divers chemins se croisent, c'est-à-dire ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va un tout petit peu modifier le montage, et maintenant, on va venir regarder là. Et maintenant, on a des appareils merveilleux qui s'appellent des caméras CCD, qui sont capables de voir arriver les photons un par un. Et donc, je vais mettre ma caméra CCD ici, et je vais enregistrer l'arrivée des photons un par un, et je vais vous montrer un véritable signal qui a été observé avec ce système, avec la source à un photon, avec la caméra CCD. Et on va envoyer, merci, vous voyez, on vous atténue la lumière, c'est formidable, parce qu'on va pouvoir mieux voir les photons un par un. Donc, vous voyez ici, ce que je vous montre là, cette plage noire, c'est le CCD, le détecteur, et je vais lancer le film, et vous allez voir ce que nous avons réellement vu avec cette source. Alors vous devez voir arriver des petits points. Vous voyez les petits points? C'est les photons qui arrivent un par un. Est-ce que vous les voyez même au fond de la salle? Oui, vous voyez des petits points rouges. Chaque fois qu'un photon est détecté, paf. Et alors vous attendez, et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, au bout d'un moment, vous voyez que les photons, ils aiment bien arriver ici, mais ils n'aiment pas du tout arriver là. Ils aiment bien arriver ici, mais pas du tout là. Et vous voyez, pour que ce soit encore plus visible, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'addition sur des lignes verticales, et on vous donne le nombre de photons qui sont arrivés sur ligne verticale. Et vous voyez progressivement se construire une belle figure de frange d'interférence qui se construit photon par photon,
Et quand je dis qu'elle se construit photon par photon, elle se construit avec la source dont on a démontré d'abord que c'était une vraie source de photons unique. D'accord? On va aller jusqu'au bout parce que, vous voyez ici encore une fois le miracle de la statistique. Hein, plus vous attendez, et mieux cette figure d'interférence est définie, et vous pouvez ensuite faire des tas de mesures là-dessus et vérifier que vous comprenez exactement ce qui se passe. Voilà. Merci pour les mises à jour. Voilà, merci pour la lumière. Donc, on a bien observé un comportement ondulatoire alors que nous étions dans le régime de photons uniques. Et c'est là où il ne faut pas se dire « ouais, bon, ben voilà, c'était prédit, très bien ». Non, 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 c'est bizarre, il faut se dire que c'est bizarre. Parce que, regardez quand même ce qu'on a fait. On a fait une première expérience qui nous a conduit à penser qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui va, un machin, qui va soit d'un côté, soit de l'autre, mais sûrement pas des deux côtés à la fois. Et puis on a fait une deuxième expérience dans laquelle on avait la même source, la même lame semi-réfléchissante, c'est la même chose, ça et ça. Mais là, on a observé que si je change la position d'un miroir ou de l'autre, il y a une modulation, et ça, la seule façon raisonnable d'interpréter, c'est qu'il y a un machin, qu'on appelle une onde, en général, quand on est physicien, et que ce machin s'est coupé en deux et s'est recombiné. Ben oui, mais c'est la même source, c'est la même lame semi-réfléchissante. C'est bizarre. Ben oui, c'est bizarre. On a des images contradictoires. Alors, quand on tombe sur une bizarrerie de la physique quantique, et il y a quelques bizarreries dans la physique quantique, il faut faire une chose, il faut se précipiter sur ce qu'a écrit Niels Bohr. Niels Bohr, c'est lui qui a vraiment catalysé tous les efforts de l'ensemble des physiciens qui ont construit la physique quantique, et il a essayé d'en donner une compréhension, une justification de ces bizarreries. Et parmi les choses les plus importantes qu'avait identifié Niels Bohr, c'est la notion de complémentarité. Alors ici, cette notion de complémentarité, voilà comment elle s'applique. Niels Bohr nous ferait remarquer ici que vous êtes obligé de choisir entre cette expérience-ci et cette expérience-là. Vous avez beau vous creuser la tête, vous ne pouvez pas arriver à faire les deux simultanément. Ou bien vous mettez vos détecteurs ici, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas recombiner les faisceaux, ou bien vous insistez pour recombiner les faisceaux, et dans ce cas-là, il faut enlever ces deux détecteurs qui sont là. Donc, cette expérience-ci et cette expérience-là sont complémentaires. Alors, bien sûr, elles vous amènent à développer des images différentes, et des images contradictoires. Mais comme vous devez choisir, la contradiction est quand même un peu moins violente que si les deux termes de la contradiction étaient simultanément présents. Alors ici, j'aime bien donner une anecdote. Je vous ai présenté les choses de façon particulièrement limpide, mais quand vous lisez Bohr, c'est pas limpide du tout. Et pourquoi c'est pas limpide du tout? Parce que c'est pas si simple que ça. Et Bohr était quelqu'un de très rigoureux, de très précautionneux. Et Bohr avait même dit une fois que l'exactitude scientifique et la clarté de l'explication étaient des termes complémentaires. Donc je le redis, la clarté de l'explication et l'exactitude scientifique sont complémentaires. Et ce que je peux vous dire quand on lit Bohr, c'est que Bohr faisait le maximum pour que ce soit le plus exact possible. Donc, Bohr aurait sans doute dit ça. Et si vous lisez bien Bohr, il dit même un peu plus. Il dit, écoutez, les propriétés que vous attribuez aux objets, on en vient à la question que posait le maire, quelle est la nature profonde des objets? Et Bohr disait, les propriétés que vous allez attribuer aux objets et que vous allez révéler dans ces objets dépendent du type d'appareillage que vous utilisez. Ici, vous utilisez un appareillage pour révéler la nature corpusculaire, et ça vous révèle la nature corpusculaire. Mais ici, vous utilisez un appareillage pour révéler la nature ondulatoire, et ça vous révèle la nature ondulatoire. Et là, si vous êtes un peu naïf, et moi j'aime bien être naïf, j'ai fait beaucoup d'années d'expérience, mais je crois qu'il faut toujours être naïf en science,
surtout si on veut aller explorer des voies un peu originales. Donc si vous êtes un peu naïf, vous vous dites, ça y est, j'ai tout compris. Le photon, il change de comportement suivant qu'il tombe sur le premier appareil ou sur le second. En d'autres termes, le photon, quand il arrive ici, il dit « Ah, il me demande si je suis une particule, donc je vais me comporter comme une particule, et je vais aller soit d'un côté, soit de l'autre. » Par contre, quand il arrive ici, le photon, il dit « Ouh là là, je reconnais, c'est un interféromètre de Mach-Zehnder, ça. Et je sais que sur l'interféromètre de Mach-Zehnder, je dois faire semblant d'être une onde. » Et hop, il se comporte comme une onde. J'exagère, bien sûr. Mais quand vous lisez soigneusement Bohr insiste quand même sur le fait que les appareils de mesure déterminent le comportement des objets. Et donc, cette idée que j'ai présentée d'une façon un peu humoristique, on peut quand même la décliner un petit peu. Seulement à ce moment-là, il y a un monsieur assez subtil qui s'appelle monsieur John Archibald Wheeler et qui a fait la remarque suivante. Il a dit, mais dites donc, pas obligé d'avoir choisi entre le premier appareillage et le second. Après tout, toute cette partie-là de l'expérience est la même. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez suffisamment rapide pour garder derrière votre dos soit le premier appareillage, soit le deuxième, vous laissez passer le photon, et une fois qu'il est passé, hop, vous mettez un, vous mettez l'autre. Ça s'appelle l'expérience à choix retardé de Wheeler. Wheeler a imaginé cette expérience en 1979, et nous l'avons réalisée il y a quelques années, en 2005. Et donc, je vais vous décrire cette expérience à choix retardé de Wheeler. Donc, je vous rappelle, le but du jeu, c'est de mettre rapidement en place soit ceci, soit cela, et de le mettre assez vite pour qu'une fois que le photon a dépassé la première lame semi-réfléchissante, eh ben, on choisit. Alors, on a fait une toute petite modification de l'expérience. Regardez bien, il n'y a aucune embrouille, mais il faut que vous preniez le temps de vous en convaincre. Au lieu de mettre un détecteur ici et un détecteur là, eh bien, je laisse passer la lumière, il n'y a rien ici, hein, les faisceaux lumineux, ils se croisent sans se voir, et puis si vous n'êtes pas vraiment convaincu, vous pouvez mettre l'un au-dessus de l'autre, hein. En tout cas, ils passent sans se voir. Et donc, vous voyez que ceci continue à être l'expérience dans laquelle on regarde soit si c'est passé d'un côté, soit si c'est passé de l'autre. Et puis, évidemment, le deuxième montage, c'est toujours le montage d'interférence dans lequel on va recombiner les faisceaux sur la deuxième lame. Et donc, vous voyez qu'on a un petit peu simplifié le problème, parce que maintenant, il suffit de décider de mettre ou de ne pas mettre la lame semi-réfléchissante, et ça, c'est un peu plus simple à faire. Alors, c'est quand même des opérations qu'il faut faire à l'échelle de quelques milliardièmes de secondes, dont même si vous êtes très rapide au ping-pong, hein, vous allez avoir du mal quand même pour mettre une lame semi-réfléchissante. Donc en fait, eh bien, on utilise des appareils électroniques rapidement pour simuler une lame semi-réfléchissante. Et en fait, voilà comment nous avons fait l'expérience. Alors voilà l'expérience dont rêvait Wheeler. Alors en physique, c'est toujours formidable. Vous avez les théoriciens qui rêvent. Alors ils font des vagues schémas comme ça. Alors vous dites, ils sont complètement fous. Mais finalement, nous les expérimentateurs, on se prend au jeu. Et puis au bout d'un moment, on fait les expériences. Alors voilà ce que Wheeler avait dit. Wheeler avait dit, voyez, vous avez votre photon là, qui arrive, il le représente par un petit paquet d'ondes. Il arrive sur la lame semi-réfléchissante. Donc si on pense en termes d'ondes, ça se coupe en deux. Et là, on n'a pas encore choisi. Soit on met rien, soit on met la deuxième lame semi-réfléchissante. Donc ça, c'était l'idée de Wheeler. Et voilà comment nous l'avons fait. Alors c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas... Bon, je vous explique en deux mots. Et surtout, je vous fais sentir que c'est un très très beau montage. Vous avez la fameuse source ici. Vous savez, je vous ai dit, prenez une molécule. Alors, vous avez votre molécule, là. Tac. Et elle émet le photon. Et ce photon arrive sur un premier séparateur qui joue sur les polarisations. Et ensuite, eh bien, les deux chemins vont rester séparés pendant 50 mètres. Alors 50 mètres, ça vous donne un peu de temps, parce que la lumière, en 1 nanoseconde, parcourt 30 cm. Donc 50 mètres, vous avez plus de 100 nanosecondes, je ne sais pas combien, 50 mètres, ça doit faire 150 nanosecondes, quelque chose comme ça. Alors 150 nanosecondes, c'est pas beaucoup, hein, quand même, c'est 150 milliardièmes de seconde. Mais
on a aujourd'hui des électroniques qui travaillent à l'échelle de la nanoseconde. Donc vous avez 150 fois ce qui est votre limite. Donc ça va, vous avez le temps de faire des choses. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre en place ce qu'on appelle un système électro-optique qui lui aussi est capable de travailler à l'échelle de quelques nanosecondes. Et suivant qu'on applique ou qu'on n'applique pas une tension à ce système, eh bien on recombine les deux faisceaux, ça se comporte comme une lame semi-réfléchissante, ou au contraire, si on n'applique pas une tension dessus, eh bien c'est comme s'il n'y avait rien, et là, hop, ça sort ici, et l'autre côté sort là, et tout se passe comme s'il n'y avait aucune lame semi-réfléchissante. Donc ce chemin est détecté ici, et le deuxième chemin est détecté là. Alors la clé, c'est ce qui est ici. Ici, nous avons mis au point un petit système qui tire aléatoirement un 0 ou un 1. C'est comme un dé qu'on lancerait, mais qu'on lancerait à l'échelle, encore une fois, du milliardième de seconde. D'accord? Et, suivant qu'on a un 0 ou un 1, on applique ou on n'applique pas la tension. Et le point très important, c'est que cette décision est prise ici d'une façon telle qu'il est impossible que le photon, lorsqu'il entre dans l'interféromètre, il sache quel va être le choix plus tard. Parce que comme aucun signal ne peut aller plus vite que la lumière, si vous vous y prenez bien, eh bien, la décision ici est prise à un instant tel que toute information qui va arriver ici pour dire voilà la décision qui a été prise, arrivera trop tard, le photon sera déjà passé. Donc voilà comment nous avons réalisé l'expérience. Et voilà le résultat. Alors il faut d'abord que je vous explique un petit peu ce qu'on fait de ces résultats. Donc, excusez-moi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des détecteurs. Ce détecteur, on a un clic ici, ou un clic là, et puis on a un ordinateur. Et cet ordinateur, on va ranger les résultats. Alors on va ranger les résultats et on va noter 4 choses. On va noter soit une détection ici, soit une détection là. On va noter l'état de mon générateur de nombres aléatoires ici, c'est-à-dire est-ce que j'avais mis en place la lame semi-réfléchissante ou est-ce que je ne l'avais pas mise en place. Et puis, je ne l'ai pas indiqué ici, mais on a un petit système qui permet de faire varier la différence entre les chemins sur le chemin numéro 2 et le chemin numéro 1. Et donc, je vais également noter quelle est la différence entre les deux chemins. Et une fois que j'ai tout ça dans l'ordinateur, que l'expérience est finie, je trie mes résultats. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais présenter? Je vais présenter tous les résultats dans lesquels la lame avait été mise en place, dont le système interférométrique. Et là, je vais représenter le nombre de coups qu'on a détectés ici en fonction de la différence entre les deux bras, et le nombre de coups détectés là en fonction de la différence entre les deux bras. Et voilà le résultat. Vous voyez une magnifique modulation qui est le signe évident d'un comportement ondulatoire. Alors pour ceux qui ont déjà aligné des interféromètres, sachez qu'il s'agit d'un interféromètre de 50 mètres de long, qu'on n'est pas en lumière monochromatique, c'est-à-dire il faut être au voisinage de la teinte plate. Ceux qui se sont déjà battus avec des interféromètres apprécieront l'exploit. 50 mètres au voisinage de la teinte plate, 94% de contraste. Pour ceux qui ne connaissent pas ces subtilités, sachez que c'est une très belle expérience et qu'il faut d'excellents étudiants en thèse pour être capable de réaliser une expérience comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien, on dit que dans les cas où la lame semi-réfléchissante était en place, bien que le photon ne l'ait pas su à l'entrée dans l'interféromètre, eh bien, il s'est gentiment comporté comme une onde. Ensuite, je vais vous présenter les autres résultats. Les résultats qui correspondent au cas où la lame semi-réfléchissante n'était pas en place. Et bien là, tranquillement, on a détecté soit d'un côté, soit de l'autre, et ça ne dépend absolument pas de la position des miroirs, et donc on ne voit aucune modulation, quelle que soit la position des miroirs. Au passage, on peut vérifier qu'on est dans le régime d'un seul photon, et il y a une façon encore plus convaincante de le vérifier, c'est que lorsque on bloque ici,
eh bien, on détecte toujours un photon et un seul, pardon, ici, et 0 ici, et vice-versa. Si vous bloquez de l'autre côté, vous voyez bien ce à quoi vous vous attendez, c'est-à-dire lorsque vous avez bloqué ici, vous n'observez rien ici, et vous observez quelque chose là. Donc, l'expérience nous permet ici de savoir, dans ce cas, que le photon est passé soit d'un côté, soit de l'autre. Mais je vous rappelle que l'expérience précédente nous permettait de dire que le photon était passé des deux côtés à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, je vais vous dire la phrase qui a été écrite par M. John Wheeler, qui n'a malheureusement pas connu le résultat de cette expérience, mais il nous avait dit, si la mécanique quantique a raison, voilà ce qu'on va observer. Et c'était un monsieur qui était malicieux et qui écrivait un très bel anglais, dont on va lire ensemble la phrase et la traduire. One decides the photon shall have come by one route or by both routes after it has already done its travel. Donc, on le relit tranquillement. Nous décidons donc que le photon est venu par un chemin ou par deux chemins à la fois, mais nous en décidons après que le voyage est fini. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait quelques décennies que je réfléchis à ces problèmes. Je suis toujours aussi troublé par ce comportement. Mais ce que je voudrais partager avec vous maintenant, c'est le fait que, encore une fois, comme je l'ai indiqué en particulier à nos jeunes étudiants, dont certains se dirigeront peut-être vers la recherche, quand vous êtes vraiment troublé par quelque chose, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Il faut se dire, si c'est troublant, c'est peut-être une propriété nouvelle qu'on va pouvoir exploiter pour faire quelque chose. Eh bien, vous avez des gens astucieux qui ont effectivement suivi cette démarche. Ils se sont dit une propriété aussi extraordinaire que ça, qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaissait jusque-là, à rien de classique, peut-être qu'on peut en faire quelque chose de nouveau. Et ce qu'on peut en faire, eh bien, c'est la cryptographie quantique. Et je vais vous donner une idée de ce qu'est la cryptographie quantique. Vous voyez, je vous parle de rapport signal sur bruit. Si le bruit est trop fort, il va falloir que j'augmente mon niveau de signal pour que vous arriviez à m'entendre. Il y a du bruit dehors. Alors la cryptographie quantique, c'est quoi? La cryptographie, vous savez ce que c'est. La cryptographie quantique, ce sont deux amis, Alice et Bob. Et ces deux amis veulent échanger des messages. Et ils veulent coder ces messages de façon à ce que l'affreux espion qui est sur la ligne, ici, soit pas capable de déchiffrer le message. Alors si vous vous demandez pourquoi Ève est représentée sous cette forme, c'est une histoire compliquée. En anglais, l'espion, ça se dit eavesdropper. Donc il y a des gens qui auraient trouvé le plus subtil que de l'appeler Ève. Mais à ce moment-là, il y a les féministes qui protestent en disant « Oui, comme toujours, c'est la femme qui a le mauvais rôle, Ève, déjà, etc. » Alors, pour éviter les problèmes avec les féministes, j'ai décidé de décrire Ève, la mauvaise, sous cette forme-là. Donc, je referme la parenthèse. Vous avez donc Alice et Bob qui essayent d'échanger un message secret et ils ne veulent pas que Ève puisse prendre connaissance du contenu du message. Et pour ça, eh bien, on a un théorème mathématique, dont je parle de mathématiques ici. Alors, la mathématique, c'est sérieux, hein, c'est-à-dire c'est rigoureux. Une fois que la démonstration est faite, si ce n'est pas trompé, le mathématicien, on peut y faire confiance. Or, il y a un résultat qui a été établi pas mal de temps, hein, c'était au milieu du XXe siècle, qui est le suivant. Il vous dit, il y a une méthode de codage absolue qui est la suivante. Si Alice et Bob possèdent deux copies identiques d'une suite aléatoire de 0 et de 1, on se sert de cette clé de codage pour coder le message, et on se sert de la même clé pour le décoder, et la sécurité est absolument garantie à une condition. C'est que vous n'utilisez la clé qu'une seule fois pour un message qui n'est pas plus long que la clé. Pourquoi? Vous avez tous lu des histoires, par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, des décodages, etc.,
Comment on fait quand on veut décoder un message secret? On cherche des régularités. Parce que dans toutes les langues, vous avez des lettres qui sont utilisées de façon plus fréquente que d'autres. Et donc, en cherchant des régularités, vous finissez par arriver à trouver le code secret. Mais si vous utilisez une seule fois la clé pour un message qui n'est pas plus long que la clé, il n'y a aucune régularité et vous ne pouvez pas décoder. Et c'est démontré, c'est un théorème mathématique. Donc, Alice et Bob possèdent chacun une copie de la clé. Et puis, à l'aide de cette copie de la clé, eh bien, ils vont pouvoir échanger un message. Par exemple, Alice va dire « Bob, je t'aime ». Très bien. Mais supposez qu'elle change d'avis. Et elle veut envoyer un deuxième message en disant « Non, c'est fini, je t'aime plus ». Le problème, c'est qu'il faut qu'elle ait une nouvelle clé. Et donc, se pose quand même le problème qu'à un moment ou à un autre, il faut que Alice et Bob soient capables d'échanger sur la ligne des signaux en étant certains qu'il n'y a pas un espion qui est en train de regarder. Il faut qu'ils soient capables d'envoyer des... Ils préparent leur communication. Et ça, ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent. Donc, il faut qu'ils soient capables d'échanger des 0 et des 1 de façon à construire leur clé et en étant certains qu'il n'y a personne en train d'observer. Et c'est ça qui est le point faible. Parce que si vous êtes, par exemple, dans un concept classique, peut-être bien que l'espion qui est là, il a un système extrêmement sensible qui permet de voir passer les bits sur la ligne et qui lui permet de savoir si c'est un 0 ou c'est un 1. Alors la cryptographie quantique va exploiter le fait qu'en physique quantique, vous ne pouvez pas prendre connaissance, vous ne pouvez pas faire de mesures sur un objet sans changer un petit peu la nature de l'objet. Vous avez vu tout à l'heure, suivant qu'on met l'interféromètre ou qu'on met l'autre système, on a un comportement de type particule, un comportement de type onde. Eh bien, ici, on va envoyer des photons uniques, donc des photons créés par ces fameuses sources à un seul photon. Et comme on a un photon unique, si jamais Ève qui est là essaye de regarder quelque chose sur ce photon unique, eh bien, il va laisser une trace sur ce photon. Parce qu'en physique quantique, il n'y a pas moyen d'aller regarder un objet unique sans laisser une trace. Donc, toute l'idée de la cryptographie quantique, c'est que si vous utilisez des sources de photons uniques, eh bien, vous pouvez faire un certain nombre de tests sur ces photons qui vous prouveront avec certitude qu'il n'y avait personne en train d'observer. Alors vous allez me dire, s'il y a quelqu'un en train d'observer, s'il y a quelqu'un en train d'observer, ils concluront que les données qu'ils sont en train d'échanger ne sont pas sûres. Mais ils ne sont pas en train d'échanger le message, ils sont en train de construire la clé. Donc il n'y a pas de danger. Et donc, ils vont attendre jusqu'au moment où il n'y a plus personne sur la ligne. À ce moment-là, ils construisent leur clé et ensuite, ils peuvent échanger le message une fois qu'ils ont reconstruit leur clé. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu vous démontrer par ça? J'ai voulu vous démontrer que le fait qu'on ait reconnu que des photons uniques, ça a des propriétés bizarres, ça a stimulé les gens pour réaliser que grâce à ces sources de photons uniques, on peut aller plus loin, beaucoup plus loin, dans la technique de cryptographie que ce qu'on avait jusque-là. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Bon, vous doutez bien que c'est important pour les militaires, mais ce n'est pas important que pour les militaires. C'est important pour vous tous. Aujourd'hui, vous échangez sur Internet des données, en particulier quand vous faites un achat, vous envoyez vos numéros de carte de crédit et des choses comme ça, c'est codé. C'est codé de façon classique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coder de façon classique? Quand vous faites de la cryptographie classique, vous avez une hypothèse de base qui est que votre adversaire, celui qui essaye de regarder frauduleusement l'information, cet adversaire possède un niveau technique et mathématique du même ordre que le vôtre. C'est-à-dire qu'il n'a pas des moyens techniques considérablement plus développés que les vôtres. Alors, comment ça s'applique aux clés que nous utilisons aujourd'hui sur Internet? Vous savez que les clés que nous utilisons sur Internet, le fameux code RSA, repose sur l'idée que quand vous avez un très grand nombre, formé par le produit de deux nombres qui sont eux-mêmes grands, eh bien, ça prend un temps extrêmement long
de découvrir quels sont les facteurs qui forment ce nombre. Alors que si au contraire je vous donne l'un des deux facteurs, faire la division va très vite. Et donc les codages actuels reposent sur cette idée, sur l'idée que si le nombre est suffisamment grand, pour trouver les facteurs qui composent ce nombre, il faut un temps délirant. Alors aujourd'hui, on fait un codage 128 bits et on démontre qu'il faudrait mettre ensemble tous les ordinateurs qu'il y a dans le monde pour arriver à factoriser. Et si on les met tous ensemble, on va arriver à factoriser ce nombre, ça va prendre 1 an. D'accord? Bon. Donc maintenant, j'en viens à ma phrase. Vous faites l'hypothèse que l'ennemi n'a pas un niveau supérieur au vôtre. Imaginez qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a un ordinateur 1 million de fois plus puissant que le vôtre. Lui, il peut casser le code. Il y a une deuxième hypothèse. Imaginez qu'il y a un mathématicien génial, quelque part, qui a trouvé une méthode pour factoriser les nombres. Personne ne sait s'il n'y a pas un théorème de cet ordre. Un théorème qui fait qu'un très très grand nombre, il y aurait une méthode rapide pour le factoriser. On ne l'a pas trouvé. Mais elle existe peut-être, cette méthode. Donc, vous voyez, la cryptographie classique repose sur l'hypothèse que votre adversaire a un niveau technique qui est à peu près le vôtre. S'il est bien meilleur que vous, attention. La cryptographie quantique, elle, ne repose pas sur une telle hypothèse. Elle repose sur l'hypothèse que les lois de la physique quantique sont valables. Alors, je ne pense pas que la physique quantique sera toujours telle qu'elle est. Sûrement qu'un jour ou l'autre, on trouvera une théorie plus raffinée dont la physique quantique que nous connaissons ne sera qu'une approximation. Mais il est quand même probable que ce que nous appelons les lois de la physique quantique aujourd'hui resteront valables. Et donc, la cryptographie quantique repose sur un paradigme complètement différent. Vous n'avez pas besoin de supposer que votre adversaire n'est pas bien meilleur que vous. Il vous suffit de supposer que les lois de la physique quantique s'appliquent aussi pour votre adversaire. Et ça, quand même, on a de bonnes raisons de penser pour l'instant. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer par tout ça? Eh bien, j'ai voulu vous montrer, encore une fois, je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je voudrais vous en convaincre, qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est bizarre en physique ou dans n'importe quelle science. Si vous observez quelque chose qui vous semble bizarre, ou si vous avez des équations auxquelles vous avez de bonnes raisons de croire qui vous disent quelque chose de bizarre, eh bien la première chose à faire, c'est de vérifier si la nature est vraiment aussi bizarre que vos équations le disent. Et si l'expérience confirme que la nature est vraiment aussi bizarre que les équations le disent, eh bien creusez, il y a peut-être là quelque chose de nouveau et d'important et peut-être des nouveaux développements. Et donc, après cette conclusion, messieurs Brassard et Bennett sont les inventeurs de la méthode dite BB84, qui est la cryptographie quantique avec photon unique. Ça marche. Il y a non seulement des expériences de laboratoire qui se font, mais vous pouvez même acheter des dispositifs de cryptographie quantique. Il y a quelques petites start-up qui se sont montées. En particulier, il y en a une à Genève. Et je vous le donne en mille. Qui est-ce qui achète leur système? Les banquiers. Pour préserver le secret bancaire suisse. Je vous jure que c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je voudrais conclure? Je voudrais conclure que cette série d'expériences que je vous ai décrites a montré expérimentalement que, oui, ce mystère de la dualité onde-particule, ce mystère quantique de la dualité onde-particule, eh bien, la nature est bien ainsi faite. La dualité onde-particule, ça existe. Et deuxièmement, j'ai voulu vous démontrer que poser des questions fondamentales sur la nature du monde, ça peut conduire à des applications. Et c'est toute l'histoire des développements technologiques du XXe siècle. Et pour conclure, je voudrais partager avec vous une petite anecdote. Cette expérience de choix retardé de Wheeler, elle a été réalisée par des thésards qui sont ici, Vincent Jacques, et puis une jeune chinoise qui s'appelle Wu. C'est pas parce que je ne connais pas la suite, elle s'appelle vraiment. Alors je pense que dans l'annuaire téléphonique de Chine, des Wu, il doit y en avoir beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux jeunes thésards,
étaient les thésards de Jean-François Roch, et que Jean-François Roch, ça avait été le premier thésard. Ça, ce que ça veut dire, ça, l'expérience a été réalisée par ces gens-là, et puis derrière, il y avait les parrains de l'expérience. Les parrains de l'expérience, c'était Philippe Granger et c'est moi. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux jeunes gens avaient été les premiers thésards de Jean-François Roch, que Jean-François Roch avait été le premier thésard de Philippe Granger, que Philippe Granger a été mon premier thésard. Donc vous avez, je ne sais pas combien de générations, là, mais je pense que ça doit être mes arrière-petits-enfants scientifiques. Et nous avons tous fait l'expérience ensemble, donc vous voyez que la physique, ça réunit les générations. Je vous remercie.